Alors que le ménage français a le sentiment que la vie devient de plus en plus difficile chaque mois, le ménage périphérique russe, lui, trouve que sa situation s'améliore. Par contre, ça posera un problème énorme pour les pays occidentaux et pour l'Ukraine, évidemment, dès la fin 2024 et le début de 2025. Je commence. Bonjour Monsieur Safir. Bonjour Diana. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette nouvelle interview et aujourd'hui nous allons parler de la situation économique en Russie en 2023 et vous allez, j'espère, nous donner vos prévisions sur l'économie russe en 2024. Je vais essayer. Alors, quel est selon vous le bilan économique de la Russie en 2023? Alors pour 2023, le bilan est incontestablement bon. Le PIB va augmenter probablement entre 3,6 et 3,8%, ce qui fait plus que rattraper la récession de 2022. En 2022, l'économie avait reculé de 2,1% à peu près, et là, elle augmente de 3,6, 3,8, il y a même des gens qui à Moscou parlent de 4%, donc voilà, elle va plus que récupérer ce qu'elle avait perdu en 2022, et donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Ensuite, il faut dire que l'épicentre de cette croissance, il se trouve dans l'industrie. Alors l'industrie va globalement augmenter entre 4,5 et 5% cette année, mais ce qui est important, c'est que l'industrie manufacturière, autrement dit l'industrie hors les industries extractives, pétrole, gaz, mais aussi les métaux, il faut savoir que la Russie n'exporte pas que du pétrole et du gaz, cette industrie extractive devrait augmenter entre 8 et 9% cette année. C'est tout à fait considérable. Et cette industrie, pardon, c'est plutôt pour l'armement? Alors, quand on regarde les taux de croissance dans les différents secteurs et dans les différentes branches de l'industrie, on peut se faire une idée approchée de la répartition des facteurs de croissance. Oui, il y a eu effectivement tout ce qui est lié aux opérations militaires en Ukraine. Ça représente à peu près 40% de la croissance. Après, il y a la consommation des ménages. La consommation des ménages a fortement augmenté à partir du mois de mars-avril 2023. Elle va augmenter globalement autour de 7-8%. Le salaire réel va augmenter dans l'année de plus de 7%, peut-être 8, enfin, on ne sait pas encore exactement, précisément, mais ça sera certainement au-dessus de 7%. Donc, oui, il y a eu une consommation des ménages importante qui a aussi tiré l'économie de l'avant, et on peut estimer que ça représente entre 35 et 40% de la croissance. Ça signifie que, pardon, les ménages, maintenant sont plus riches qu'avant. Ils sont, à la fin de l'année, plus riches que ce qu'ils étaient quand l'opération militaire spéciale a commencé. Et comment c'est possible? Est-ce que c'est grâce à l'argent que touchent les personnes qui sont parties combattre? C'est l'argent qui est versé à leur famille? Il y a plusieurs raisons. Laissez-moi terminer. Il y a encore 20 à 25% de la croissance qui s'explique parce qu'il y a un gros phénomène de substitution aux importations qui a été lancé. Des entreprises russes qui voient des entreprises occidentales partir, certaines contraintes et forcées, ne veulent pas partir, mais elles sont obligées par leur gouvernement de quitter la Russie, et qui se disent, il y a des marchés à prendre. Si on fabrique ce que ces entreprises fabriquaient avant, nous allons pouvoir étendre notre business, on va pouvoir étendre notre capacité de production. Bon, donc ça aussi, c'est un facteur de développement de la production qui était très important. Alors maintenant, pourquoi la situation de la population s'est en moyenne améliorée? Il y a plusieurs causes. Oui, effectivement, il y a toutes les aides que le gouvernement fait pour les personnes qui soit sont parties combattre, soit pour les personnes qui travaillent globalement dans le secteur de la défense. Il y a aussi des aides qui sont faites pour les ouvriers de l'industrie de défense. Bon. Donc, ça veut dire que ça touche à peu de choses près 4 à 5 millions de familles.
Bon, oui, c'est important, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Mhm. L'essentiel, c'est que cette croissance, elle a épuisé les ressources de travail de la Russie. De fait, le chômage est tombé très bas, 2,8%. C'est un chômage qui, en réalité, est aujourd'hui ce qu'on appelle un chômage frictionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, c'est quelqu'un qui quitte son entreprise parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez bien payé, qui va chercher à être embauché dans une entreprise où il sera mieux payé et qui, si vous voulez, dans l'intervalle, s'inscrit au chômage. Mais on voit bien que c'est très différent de gens qui étaient au chômage de manière structurelle parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi. Donc, on a désormais un chômage qui est essentiellement de type frictionnel, qui veut dire que la situation sur le marché de l'emploi, elle est très tendue, et ça profite à tous les travailleurs. Quand les entreprises cherchent à recruter et qu'elles ont du mal à trouver des gens, évidemment, les travailleurs en profitent, et donc on voit que le salaire réel moyen a beaucoup augmenté. Le salaire réel moyen a augmenté de 7%, ce qui, compte tenu du fait qu'il y a grosso modo 7,5% d'inflation, voire peut-être 8%, bon, il y a quelques incertitudes sur le calcul, ça veut dire que le salaire nominal, le salaire qui est sur la feuille de paye, il a augmenté de 16 à 17%. Voilà, c'est tout simplement cela. Et cette hausse du salaire réel, plus le fait qu'il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui visent à faciliter l'accès à la propriété sur les hypothèques. Il y a des mesures aussi qui sont des mesures d'effacement des dettes pour des petites entreprises. Quand le patron est parti se battre en Ukraine, etc., tout ceci améliore beaucoup la situation de la population et, en moyenne, le niveau de vie a effectivement augmenté. Après, ce qui est intéressant, c'est que il a surtout augmenté dans, je dirais, les déciles les plus faibles. Autrement dit, les gens qui étaient sous la médiane des revenus, ce sont eux qui ont le plus profité de cette situation, alors que sur le premier ou le deuxième décile, c'est-à-dire les gens les plus riches, les 10 ou les 20% les plus riches, il n'est pas impossible que là, pour le coup, il y ait eu une petite baisse du revenu. Mais comme ces gens gagnaient beaucoup d'argent avant, ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, les inégalités en Russie se sont réduites. Et ça veut dire aussi que les villes périphériques aussi, ils vivent mieux. Oui, tout à fait. Alors, les petits villages, mais même les petites villes périphériques, et jusqu'à des villes qui sont malgré tout pas si petites que ça. Par exemple, à Oufa, à Perm, à Tomsk, Omsk. Bon, c'est pas des petites villes non plus, mais c'est vrai, ce sont pas des grandes métropoles comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg. À la limite, Nijni Novgorod et Kazan. Mais ben voilà, la population qui était dans ces grandes métropoles, elle représente peut-être 30-35 millions d'habitants sur 143 millions d'habitants. Et donc, il y a effectivement une poche immense de gens dont la situation matérielle s'est très largement augmentée. Et vous avez dit que l'augmentation des revenus était environ de 16%. Et quelle était l'inflation? J'ai dit 7% au-dessus de l'inflation. Au-dessus de l'inflation, le salaire réel. C'est en termes de salaire réel que j'ai raisonné. Oui, parce que le salaire nominal, il a dû augmenter de 18%, de 16 à 18%. Oui, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est tout à fait considérable. Si vous voulez, on aurait en France des augmentations de salaire réel qui seraient la moitié de ce qui se passe en Russie actuellement. C'est-à-dire que le salaire réel augmenterait en France de 3,5 ou de 4% dans l'année. Tout le monde tresserait des couronnes de fleurs au gouvernement et au ministre de l'économie et des finances, si vous voulez. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus assisté à une telle montée du salaire réel en Russie. Et à votre avis, qu'est-ce qui a engendré
cette augmentation des revenus, cette augmentation de PIB? Ah, si Quelles vous sont les voulez, causes? le PIB, je vous l'ai dit, une partie les besoins militaires, une partie la consommation des ménages, une partie la substitution aux importations. Donc voilà. Alors ce ne sont pas des parties égales, hein. Grosso modo, ça doit être autour de 40% pour les dépenses militaires, enfin pour les besoins militaires, 35 à 40% pour la consommation des ménages, 20 à 25% pour la substitution aux importations. Et qui va d'ailleurs, elle, monter en puissance. Je ne pense pas qu'en 2024, on aura la même proportion, hein. Je pense que la consommation va un petit peu baisser et la substitution aux importations va monter. Donc ça, c'est très clair. Et comme je vous l'ai dit, on a en Russie eu un besoin de travailleurs considérable. D'ailleurs, c'est simple. En décembre 2022, il y avait 72 millions de personnes au travail en Russie. Bien. En décembre 2023, bon, 74,1. Ah, c'est-à-dire encore Autrement, plus. oui, on a pris 2 millions Oui, en un an. même s'il y a des gens qui sont partis combattre, même s'il y Ah, a des gens qui sont partis à voilà, l'étranger. même s'il y a tout ça, on a pris 2 millions. Donc évidemment, aujourd'hui, les réserves de main-d'œuvre sont complètement épuisées en Russie, ce qui pose d'ailleurs un véritable problème, hein, pour la suite. Mais comme les réserves de main-d'œuvre sont épuisées, bah, si vous voulez, un raisonnement de type offre-demande très simple dit euh, quand la demande est très forte et que l'offre est épuisée, le prix monte. Et ben, le prix, là, c'est le prix du travail, enfin, c'est le prix de la force de travail, pour parler un bon économiste. Et donc, c'est pour cela que les salaires ont tellement monté. Si vous voulez, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Et pourtant, la Russie a augmenté l'immigration. Euh, on pensait qu'il y aurait en 2023, au départ, enfin au début de 2023, ils avaient calculé qu'il y aurait 500 000 travailleurs migrants. Il y en a eu 750 000, donc 50% de plus que ce qui avait été prévu. Mais pourtant, ce n'est pas assez pour équilibrer le marché du travail. Et donc, ce qui va se passer en 2024, on va plus pouvoir augmenter la force de travail au rythme auquel elle a augmenté depuis, je dirais, septembre-octobre 2022 en réalité, et en particulier en 2023. Donc, on aura un ralentissement de l'accroissement. L'accroissement se fera essentiellement par un phénomène d'immigration. Et puis, de l'autre côté, on aura un accroissement de la productivité du travail, et on voit très bien que depuis avril-mai 2023, la productivité du travail est repartie à la hausse. Bon, elle avait baissé du fait des sanctions. C'est très net. C'est les sanctions qui l'avaient fait baisser à partir d'avril à septembre 2022. La baisse, après, avait été stabilisée. Là, la productivité du travail repart à la hausse et elle va continuer à monter. Pourquoi? Parce que les entreprises font d'énormes investissements qui d'ailleurs ont surpris tout le monde. Mes collègues russes, moi aussi, je ne pensais pas que ça serait à ce point. Les investissements ont augmenté de pratiquement 3% en 2022 et de quasiment 7% en 2023. Je dis quasiment parce qu'on n'a pas encore les chiffres du mois de décembre. Le mois de décembre est un mois très important pour les investissements. Bon, mais devrait être autour, enfin peut-être 6,5, peut-être 7,5, 8, bon voilà. Mais on aura de toutes les manières un accroissement extrêmement important de l'investissement. Ça veut dire que les capacités de production, elles vont être accrues, et puis surtout, ça veut dire que l'industrie va continuer à se moderniser, et tout cela va faire augmenter la productivité du travail. Maintenant, je sais que surtout dans les villes périphériques, par exemple, s'il y avait des usines automobiles, ils ont été refaites pour produire de l'armement. Une fois que l'opération spéciale militaire est terminée, que faire de toutes ces usines qui étaient mobilisées et les gens
peut-être en plus qui travaillaient dans ces secteurs, dans l'industrie? Alors oui, il y a eu quelques usines qui ont été converties de production civile à des productions militaires. Pas tant que ça en réalité, ça a plutôt été des anciennes usines militaires qui étaient fermées, qui ont été rouvertes. Et on voit très bien d'ailleurs que le secteur de l'automobile recommence à progresser de manière extrêmement importante. Il y a quelques chiffres. Globalement, l'industrie automobile en 2021 produisait autour de 80 à 100 000 véhicules par mois. À la suite des sanctions et du départ des producteurs occidentaux qui travaillaient en Russie, on était tombé autour de 20 000 véhicules par mois. Donc pratiquement, la production automobile avait été divisée par 4 ou par 5. Et puis, vers la fin de l'année, je parle là des chiffres d'octobre-novembre 2023, on n'a pas encore les chiffres de décembre, on ne les aura qu'au début du mois de janvier, la production automobile était déjà remontée à 60 000, en fait à 65 000 véhicules par mois. Alors, ça n'a pas encore retrouvé le niveau de 2021, mais vous voyez que de 20 000 à 65 000, vous voyez l'ampleur du progrès, et visiblement il continue. Donc, ce que ça veut dire que l'industrie automobile aussi a réussi à récupérer. Alors, les producteurs automobiles russes ont passé des accords, cette fois-ci avec les producteurs chinois, et ils développent de nouveaux modèles, ils produisent de nouveaux modèles. Ils sont en train d'ailleurs de passer à des modèles hybrides ou complètement électriques de manière importante. Et donc, je pense que quand la paix reviendra en Ukraine, le plus tôt sera le mieux par ailleurs, mais quand elle reviendra, le choc, si on veut, sur l'économie, bon, il existera, mais il ne sera pas aussi important que ce qu'on a pu connaître en 45-46, par exemple aux États-Unis, si vous voulez. Bon, pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'économie russe n'est toujours pas une économie de guerre. C'est une économie en guerre, oui, bon, ou en opération militaire spéciale, comme disent les Russes. Mais quand on regarde les dépenses militaires en pourcentage du PIB, dépenses militaires représentent environ 6,6% du PIB. C'est beaucoup, si vous voulez. C'est beaucoup par rapport à ce que c'était en 2021. En 2021, on était à 2,8, 3%. Et en France, c'est combien? Autour de 2%. Donc vous voyez, ça fait quand même un... Mais c'est un niveau qui reste encore inférieur à ce qu'étaient les dépenses militaires aux États-Unis du temps de la guerre du Vietnam. Du temps de la guerre du Vietnam, le budget, enfin les dépenses militaires globales, représentaient environ 8,5% du PIB des États-Unis. C'est quelque chose qu'on a oublié en réalité. Et donc, ça veut dire que vous pouvez, sans avoir à mobiliser votre industrie, vous pouvez monter en dépenses militaires. Bon, c'est ce qu'a fait le gouvernement russe, mais il n'a pas fait basculer l'ensemble de l'économie russe vers ce qu'on appelle une économie de guerre. Et une économie de guerre, c'est une économie où 20 à 25% du PIB est consacré aux armements. Si vous voulez, quand vous regardez les chiffres pour la Grande-Bretagne, pour les États-Unis, bon, pour la Grande-Bretagne en 41-42, c'est là où l'effort militaire a été le plus important. L'Allemagne 43-44, les États-Unis même chose, c'est 43-44, mais ça parce qu'ils sont rentrés dans la guerre plus tard. Bon, bah vous voyez qu'on a des niveaux de production d'armes, d'armement ou d'équipements militaires, hein, si vous voulez, bon, qui sont beaucoup plus importants. Hein. On atteint des chiffres qui vont de 25% du PIB à 35% du PIB. Bien, on n'est pas du tout à ce niveau-là en Russie. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Les dépenses alors financières représentent 6,6% du PIB, et donc on est encore dans une économie de paix, c'est une économie normale, mais sur laquelle pèse néanmoins le poids d'un effort militaire qui est peut-être pas excessif, mais qui est quand même significatif,
du même ordre, même un peu inférieur en réalité, à ce qu'il était aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire dans les années 1962-63 à 1970. Et comment la Russie s'en sort sans le SWIFT? Alors, Parce que ça, c'était une grosse sanction tout à qui n'a fait, pas trop marché, visiblement. tout à fait. En réalité, les banques russes qui sont touchées par une exclusion de SWIFT ont passé des accords avec des banques chinoises. On le voit d'ailleurs de manière très simple. L'explosion du tourisme russe en Asie. Ça, c'est fascinant. Il a été quasiment multiplié par 7, par 6,6 au Japon. Il a été multiplié par 4,5 aux Philippines, par 4 en Indonésie. En Chine, il a été multiplié par 2,5. Bon, si les Russes peuvent voyager, c'est tout simplement parce que ils ont fait basculer leur système de paiement. Enfin, ils ont acheté des cartes bleues chinoises en réalité. Et la Chine n'étant pas victime de sanctions, n'étant pas sous sanctions, il n'y a aucun problème. Et quelle est selon vous l'influence notamment chinoise sur la Russie? Alors, Est-ce que la Russie, elle peut devenir l'esclave de la Chine? oui, ça, je crois que c'est un fantasme. Il y a des réalités. Alors, première réalité, la Chine est devenue le premier fournisseur de la Russie est devenue le premier fournisseur de la Chine pour les hydrocarbures. D'accord, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est important de voir. Donc désormais, la Russie est le premier fournisseur de la Chine. Elle est aussi le premier fournisseur de l'Inde, chose qui est importante. Alors oui, c'est vrai, la part de la Chine dans l'économie russe a fortement monté. Elle a fortement monté prioritairement dans le domaine financier. Aujourd'hui, le dollar a été détrôné par le yuan sur le marché de Moscou. Et globalement, si on fait le compte des monnaies que les Russes appellent les monnaies amies, c'est-à-dire le yuan, la roupie indienne, les monnaies de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, et le rouble, parce qu'il y a une partie du commerce qui se fait en rouble, on est à 52%. Ah, c'est bien. Et les monnaies dites hostiles ou toxiques, vous savez, il y a comme ça toute une série de termes, c'est-à-dire le dollar, l'euro, la livre sterling, ne représentent plus que 48%. Alors, il faut savoir que en janvier 2022, le rapport c'était 7-8% pour les monnaies amies, donc Ah, avec c'est énorme. tout à fait. Vous avez tout à fait Ah oui. vu, c'est effectivement énorme. Deuxièmement, en 2021, il y avait très peu, bon ça existait mais c'était tout à fait marginal, d'émissions d'obligations russes en yuan. Aujourd'hui, il y a environ 7% des obligations russes qui sont émises en yuan. Donc, ça reste faible, bien sûr, mais on voit que le mouvement est à la hausse. Donc, globalement, oui, la Chine est un partenaire extrêmement important pour la Russie. C'est même un partenaire essentiel, puisque c'est grâce à la Chine que la Russie a contourné des interdictions d'importation portant en particulier sur les microprocesseurs, le matériel électronique. Bon, ça c'est évident. Mais la Chine n'est pas le seul partenaire important de la Russie. L'Inde est en train de devenir un partenaire industriel et commercial extrêmement important. D'ailleurs, la Russie développe des armements avec l'Inde, chose que peu de gens savent, mais il y a toute une série de programmes d'armement qui sont en train d'être développés en coopération russo-indienne. Et quel genre d'armement? Des missiles, des avions de chasse, des avions de transport. Pour ce que l'on sait. Pour ce que l'on sait. Hein. Et il y a aussi des chars, mais ça c'est plutôt des ventes russes
à l'Inde. C'est pas des choses qui sont développées en commun. Il y a d'autres partenaires qu'on a l'habitude de considérer de haut en Europe, mais qui sont en fait assez importants. L'Iran. L'Iran a aujourd'hui développé une industrie assez performante. D'ailleurs, c'est pas pour rien si la Russie a d'abord acheté des drones à l'Iran. Maintenant, elle construit sous licence des drones iraniens. Pourquoi? Parce que l'Iran a trouvé le bon créneau pour avoir quelque chose qui est performant et qui est très peu cher. Un drone iranien coûte à peu près 20 000 $ à produire. Le moindre drone occidental équivalent coûterait entre 150 000 et 200 000 $. Ah oui, il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence. Donc, il y a ça. Et puis, il y a toute une série d'autres pays qui commercent avec la Russie. La Malaisie, exportateur de microprocesseurs, d'ailleurs. Ah oui, ça, La Malaisie fait 6% du marché mondial des microprocesseurs. Et elle achète à la Russie des matériaux et surtout des gaz qui sont nécessaires. Parce que quand on fait des microprocesseurs, il faut les faire dans ce qu'on appelle une atmosphère stérile. C'est-à-dire une atmosphère qui est sous un gaz stérile. Le néon, le fréon, c'est ce type de gaz. Et la Russie est un grand exportateur de ce type de gaz. Donc il y a eu un accord, c'est-à-dire que les Russes ont dit aux Malais, on continue de vous vendre ces gaz, mais vous continuez de nous vendre vos microprocesseurs. Bon, donc voilà, il y a tout cela. Donc la Russie, en fait, a bien réussi le basculement de son commerce d'une priorité sur l'Union européenne, qui était tout à fait vrai avant 2021, enfin jusqu'en 2021. L'Union européenne représentait à peu près la moitié du commerce russe. Et aussi, la France, elle était le plus gros employeur étranger en Russie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était pas le plus gros exportateur, mais c'était le plus gros employeur étranger. Vous avez tout à fait raison. Après, il y avait évidemment les exportations allemandes, les exportations italiennes, qui étaient aussi très importantes. Bon, on est passé de cette situation-là à une situation où ce sont des pays asiatiques qui font l'essentiel du commerce avec la Russie. Alors, il faut d'ailleurs dire une chose, c'est que le commerce avec l'Union européenne ne s'est pas éteint. Il a beaucoup baissé. Il doit être aujourd'hui autour de 22-23% du total. Mais 22-23% du total, c'est quand même pas négligeable, si vous voulez, ça représente quand même quelque chose. Et par contre, évidemment, avec tous les pays d'Asie, ça a monté de manière absolument énorme. Il y a un autre pays avec lequel la Russie commerce beaucoup, c'est très intéressant, c'est la Turquie. La Turquie, qui pourtant est un pays membre de l'OTAN, hein, faut le rappeler, hein, mais qui a refusé d'appliquer des sanctions. Et donc, il y a tout un commerce qui se développe entre la Russie et la Turquie. Quand vous êtes sur Moscou, vous voyez couramment des hommes d'affaires turcs qui viennent. Donc voilà, il y a aussi ce type de développement. Donc tout ceci indique que la Russie a bien réussi le basculement de son commerce extérieur d'une priorité vers l'Union européenne vers une priorité vers l'Asie. Et je dis bien vers l'Asie et pas simplement vers la Chine. Ça, si vous voulez, c'est l'image que l'on a. Et c'est vrai, c'est très parlant. La première puissance industrielle au monde devient le premier partenaire de la Russie. Surtout voisin aussi. Voilà, en plus c'est un voisin. Bon, mais je vous dis, il y a toute une série d'autres pays d'Asie qui commercent beaucoup avec la Russie. Mais il y a une autre manière de voir les relations de la Russie et de la Chine, et c'est aussi important, c'est, je dirais, l'influence de l'économie chinoise, alors non pas de la Chine politiquement, mais de l'économie chinoise sur des régions de Russie. Essentiellement, la région de l'Extrême-Orient, hein, l'oblast maritime, et la Sibérie orientale. Alors là, il y a un petit problème, c'est que on a, dans l'organisation territoriale russe, le gouvernement, il y a plusieurs années ça, il a réuni les deux Sibéries. Bon, donc il faut un petit peu désagréger les chiffres, bon, mais on le voit,
l'influence chinoise se fait sentir dans la Sibérie orientale, enfin grosso modo de Novosibirsk à Khabarovsk, et puis après dans l'oblast maritime, c'est-à-dire toute la région qui touche, si vous voulez, quasiment la mer du Japon. Et là, évidemment, il y a une forte influence chinoise parce que les Chinois consomment beaucoup de production industrielle russe, le ciment russe, l'acier russe. La Chine est un très gros acheteur de l'acier russe. Le bois russe aussi, chose extrêmement importante, et les engrais russes. Ah oui, surtout les engrais, c'est aussi, comme il y a eu l'interdiction de commerce d'engrais avec les Tout à sanctions. fait, il y a une partie du commerce engrais qui passe. Et ce sont des productions, en particulier alors le charbon, le bois, les aciers, qui sont faites en Sibérie orientale, et donc tout ceci part vers la Chine et ça alimente un commerce frontalier qui est extrêmement vivant, extrêmement important. Alors, ça veut dire, et ça c'est un point intéressant, que alors que la géographie économique de la Russie, jusqu'en 2021, c'était quand même une géographie très centrée sur l'Ouest. Vous voyez, le cœur économique de la Russie, c'était la région centrale, autrement dit la région de Moscou, et puis les environs de Moscou, un petit peu la région du Nord. Par exemple, vous avez le site de Tcherepoviet, qui est pas très loin de Vologda, où il y a Severstal, qui est une très très grosse entreprise russe, et puis jusqu'à la région Volga-Vyatka. Et ce que l'on voit désormais, alors bien sûr, la région centre reste une région extrêmement importante, mais on voit un développement qui est peut-être plus rapide. Volga-Vyatka, la région de l'Oural, un peu moins la région de la Sibérie, mais si on désagrège et qu'on prend les oblasts de Sibérie occidentale, hein, ou des endroits qui sont, je dirais, entre la région Oural et la région de Sibérie, par exemple le Bashkortostan, hein, Oufa, etc., vous voyez que ça se développe aussi très vite. Donc, on peut penser que du fait du conflit en Ukraine, il y a une forme de réajustement de la géographie économique. Alors bien sûr, ça va prendre du temps, hein, si vous voulez, c'est extrêmement lent. Si vous voulez, tout ce qui est géographie économique, en fait, ça met 5, 10, 15 ans pour évoluer, mais on voit déjà, il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a ce type de déplacement. Et puis, l'autre chose très intéressante et un petit peu étonnante, c'est que ça a favorisé le développement économique de la région sud, qui était traditionnellement une région moins développée de la Russie. Alors, bien sûr, vous aviez une ville comme Rostov sur le Don, qui était importante, mais après, vous aviez toutes les républiques du Caucase du Nord, vous aviez un chômage important, un chômage qui montait autour de 6, 7%, alors que le niveau moyen de chômage avait toujours été nettement plus faible en Russie, et puis vous aviez des niveaux de revenus qui étaient très faibles. Ce que l'on constate, c'est que cette région sud se développe à la fois industriellement, c'est là où on a les taux de croissance de l'industrie les plus élevés. Alors, à partir d'une base de départ qui était très faible, hein, il faut le reconnaître, mais c'est quand même là où se fait le développement le plus rapide, premier point. Un développement important de l'agriculture. On voit l'oblast de Stavropol, non plus le Krai, Stavropolski Krai, qui se développe très fortement. Et puis, il y a un développement des services. Et quand on regarde, c'est quoi les services? C'est le tourisme. Et on voit que les Russes qui se voient interdire ou rendu très difficile l'entrée dans l'Union européenne, qui allaient en vacances en France, en Autriche, en Italie, etc., ils sont en train de basculer vers les régions touristiques
du sud de la Russie. Alors on pense toujours à Sochi, Krasnaya Polyana, ok, mais il y en a d'autres. Il y a en particulier le développement très rapide des stations de sport d'hiver dans le Caucase, qui sont dans les autres républiques. Et tout cela, d'une certaine manière, entraîne un développement de la région sud que la région sud n'avait pas connu ces 20 dernières années. Et donc ça aussi, c'est un changement dans la géographie économique de la Russie. Bon, il faudra des années avant que la région sud, je dirais, arrive à un niveau comparable à la région Volga-Vyatka ou la région Oural. Bon. Mais aujourd'hui, on voit que les taux de croissance sont plus élevés que la moyenne des autres régions, donc ça veut dire que la région sud progresse proportionnellement plus vite. Et comment ça se passe avec les hautes technologies et avec le domaine de la médecine? Parce qu'il y a eu plusieurs médicaments qui n'ont pas pu être livrés en Russie. Comment la Russie fait pour remplacer? Alors, c'est là où on voit un effort de substitution aux importations qui est tout à fait fantastique. La pharmacie et le matériel médical ont cru de 18% cette année. Ils avaient déjà augmenté de 7-8% l'année dernière. Donc il y a une poussée extrêmement forte, mais il n'y a pas que ça. L'informatique. Le taux de croissance de l'industrie informatique, alors je ne vais pas le donner par rapport à 2022, mais c'est encore plus spectaculaire si on le donne par rapport à 2021. 54%. Autrement dit, l'industrie informatique et électronique a augmenté de moitié. Et comment c'est possible? Substitution aux importations. Il y a des grands programmes de développement des ordinateurs, des langages, des logiciels, hein, des langages d'ordinateurs spécifiques, du matériel électronique général. Alors, bien sûr, une partie, c'est pour la défense, hein, il faut pas se le cacher, mais il y a aussi maintenant le développement de téléphones portables russes, le développement d'ordinateurs russes. Alors, certes, c'est encore assez réduit, mais globalement, toutes les administrations sont en train de se rééquiper avec du matériel russe et avec des logiciels russes, donc elles ne seront plus du tout dépendantes de Microsoft, de Google, bon, etc. Bien, donc on a ce type de développement. Et puis, quand on regarde sur d'autres secteurs, par exemple, le matériel électrique, plus 48% sur 2 ans. Donc c'est des chiffres qui sont aussi tout à fait ahurissants. Donc on voit qu'il y a, de ce point de vue-là, une montée, mais spectaculaire, des industries à haute technologie en Russie. Bien sûr, depuis une base de départ qui était assez faible, puisque ce qui était la force de la Russie, c'était traditionnellement soit les industries extractives, soit les industries lourdes, la métallurgie, la chimie lourde. Bon. Mais depuis 1 an et demi ou 2 ans, pratiquement, c'est le développement des branches à haute technologie qui, d'une certaine manière, tire l'ensemble d'une production manufacturière qui elle-même accélère de manière extrêmement importante. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est l'amorce d'un changement de modèle économique. Grosso modo, le modèle économique de la Russie, c'était on produit beaucoup de matières premières ou de produits semi-finis que l'on exporte, et avec ça, on achète des produits finis. Bon. C'était quand même plus compliqué que ça, puisqu'il y avait le développement d'une industrie de produits finis en Russie, mais malgré tout, on voyait bien, jusqu'en 2021, que c'était essentiellement la production de matières premières et de produits semi-finis qui était, je dirais, le poids lourd de l'économie russe. Aujourd'hui, on voit un basculement vers les productions manufacturées, donc les produits finis, vers au sein de ces produits finis, les produits à haute technologie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça veut dire que l'industrie russe est en train de sortir de sa fameuse dépendance aux matières premières et qu'elle va développer de plus en plus un secteur des produits finis et des produits à haute technologie.
Et est-ce que l'importation parallèle, elle a diminué par rapport à 2022-23? Oui. Depuis 2023? Alors, les importations parallèles, qui ont été importantes, en fait, dans la deuxième moitié de 2022, ont baissé. Elles restent, si vous voulez, elles n'ont pas complètement disparu, Oui, hein. parce qu'on peut toujours acheter les derniers iPhone en Russie, sans problème. Juste, ça coûte Tout un à peu plus fait. cher. Tout à fait. Même chose, j'ai un de mes étudiants qui est passé voir un distributeur de Mercedes et qui m'a dit non, non, ils n'ont pas de problème. Oui, la Mercedes coûte 20 à 30% plus cher parce que elle vient par la Turquie. Bon, c'est ça, mais bon, il y a pas de problème. Néanmoins, alors que ces importations parallèles ou clandestines ou noires, enfin, donc, il y a beaucoup de manières de les appeler, avaient représenté quelque chose d'assez important, de 10 à 15% des importations donc au deuxième semestre 2022. Aujourd'hui, c'était tombé, enfin cet été, je n'ai pas encore les chiffres pour le quatrième trimestre, mais cet été, c'était tombé autour de 5%. Oui, c'est bien, c'est déjà 2 fois de moins. Donc voilà, Oui, 50% de moins. et je dirais, ça correspond à deux phénomènes. D'abord, le fait que se reconstituent des lignes d'importation légales, sans aucun problème, bon, et puis le fait que dans toute une série de secteurs, une production russe vient se substituer à une production importée. Et en parlant de la substitution, il y a également de nombreuses entreprises étrangères qui sont parties, mais il y a eu les usines selon le matériel qui sont restées. On peut parler de gros groupes, par exemple comme IKEA, Mhm. ou même des productions automobiles, et même des groupes plus petites comme dans l'alimentation, même McDonald's qui est parti. Comment les Russes utilisent déjà les technologies qui sont restées, les usines, comment ils font pour... Alors, dans certains secteurs, en particulier vous voyez, la production de meubles, euh, la technologie était directement utilisable. Ce qui explique d'ailleurs que la production de meubles a grosso modo pris 10% dans l'année 2023. Bien, parce que ben voilà, Ikea étant parti, une autre entreprise a racheté les centres de production. Pour l'automobile, c'est beaucoup plus compliqué. Certains constructeurs, alors je sais que ça s'est passé pour les constructeurs allemands, en particulier Mercedes, Audi, bon, quand ils ont quitté la Russie, ils ont emporté avec eux le matériel informatique qui servait à faire fonctionner les machines. Donc ces machines n'ont pas pu être réutilisées. Et ce qui a imposé aux constructeurs russes d'importer de nouvelles machines, essentiellement faites en Chine. Pas uniquement, mais en grande partie faites en Chine. Et c'est pour cela que il a fallu attendre, si vous voulez, on a été au point le plus bas de la production automobile, grosso modo, vers le mois de juillet, juin-juillet 2022, et que l'on atteint aujourd'hui une production qui est de l'ordre de 3 fois et demi supérieure, qui n'a pas encore complètement récupéré le niveau de 2021, mais qui est quand même en bonne voie de récupérer. Donc voilà, il a fallu quand même à peu près 15 mois pour surmonter ce problème. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui se passe dans l'industrie automobile et dans la production de camions. La production de camions a été beaucoup moins affectée. Parce que là, visiblement, les constructeurs étrangers n'ont pas eu la possibilité ou n'ont pas eu la volonté, les deux sont possibles, si vous voulez, de bloquer les usines comme ils l'avaient fait, comme certains d'entre eux l'avaient fait, pas tous, certains d'entre eux l'avaient fait dans l'automobile. Et là, on voit que la production de véhicules à usage, je dirais, commerciaux ou industriels, hein, gruzoviki, globalement, eh bien, elle est même plus importante que ce qu'elle était en 2021. Et de fait, alors ça aussi c'est un point extrêmement intéressant, le marché des camions est en train d'exploser. Mais vraiment, alors ça, j'ai interviewé, si vous voulez, par vidéo, hein, par visio, j'ai interviewé plusieurs dirigeants russes
d'entreprises de camions, et ils me disent tous, on augmente nos capacités, mais on augmente nos capacités aussi beaucoup parce que on voit le marché des camions exploser. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a aujourd'hui moins de transport à très longue distance, parce que le transport à très longue distance, c'est le train. Donc, quand la Russie importait des choses d'Europe, ou quand elle exportait vers l'Europe, utilisait le train. Et qu'il y a aujourd'hui le développement d'une économie qui est beaucoup plus, je dirais, localo-centrée, c'est-à-dire alors, une base locale en Russie, ça fait quand même 1000 à 1500 kilomètres. Hein. Il faut toujours dire ça pour des petits Français. Oui, c'est pas comme en France. Voilà. C'est quand quelqu'un à Moscou vous dit oui, en fait, je travaille pas très loin de Moscou, vous vérifiez, vous pouvez voir qu'il travaille peut-être à 500 ou 600 kilomètres. Bon, ça c'est la notion du pas très loin en Russie. Donc, globalement, quand on a des activités qui sont avec de fortes répercussions locales, ce local peut porter sur 1000 à 1500 kilomètres, mais justement, ce type de distance favorise le transport par camion contre le train. Et est-ce que ça peut aussi favoriser le développement des autoroutes? Oui, tout à fait. Et là, on le voit, les grands projets qui ont été menés à terme par le gouvernement russe de développement d'un réseau autoroutier, qui va se continuer d'ailleurs, ça a beaucoup facilité le développement de ce genre d'activité. On le voit très bien. Il y a aujourd'hui, en particulier dans la production automobile et la production de camions, alors, ce sont des productions où l'entreprise directrice fait beaucoup appel à des sous-traitants. Ce sont des activités qui sont en grosse partie sous-traitées. Et on voit que les sous-traitants se trouvent dans, je dirais, un espèce de rayon entre 450 et 700 kilomètres. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des moyens de transport permanents. Et là, ça explique très largement le développement du marché du camion, du semi-remorque, enfin, bref, de tout ce qui peut transporter des charges lourdes. Et dans quel domaine la Russie est devenue, par exemple, par rapport à 2021, semi-autosuffisante? Alors, vraiment dans les productions sophistiquées, on voit qu'il y a une montée vers l'autosuffisance. L'autosuffisance n'est pas encore atteinte. D'ailleurs, est-ce qu'elle est, je dirais, souhaitable? Pas nécessaire, parce que toujours bon qu'il y ait une forme de concurrence étrangère, bon, qui existe. Mais concrètement, on voit aujourd'hui que la moitié de la production de camions se fait en Russie. Enfin, grosso modo, la Russie produit 160 000 camions pour un marché du camion de l'ordre de 310 000 dans l'année. Donc voilà. Mais c'était le chiffre était nettement plus faible auparavant. Dans le domaine du matériel électrique, on est maintenant sur un taux, je dirais, de production locale qui doit s'approcher de 75%. Donc, il y a toujours des importations, mais ce sont des importations qui sont peut-être moins importantes. Et globalement, on le voit quand on parle avec des directeurs d'entreprise. Ils disent oui, nous serons confrontés à un moment ou à un autre à la concurrence chinoise. Mais ce que l'on espère, c'est qu'avant que cette concurrence... Alors, le problème, c'est que les Chinois n'ont pas cru dans notre réveil industriel et ils se sont contentés d'exporter vers la Russie et ils ont moins développé de construction en Russie. Alors si, un petit peu dans l'automobile quand même. Il y a des usines qui produisent des voitures chinoises. Mais ils ont peut-être moins développé la production locale, sous licence, que ce qu'ils auraient dû faire, et ce qui nous donne
justement la possibilité de nous développer, nous, de manière à être en mesure d'avoir les épaules assez solides pour affronter tout le poids de la concurrence asiatique qui se fera sentir vers 2025-2026. Donc tous me disent, nous allons encore connaître une année assez favorable avec 2024, et c'est vers 2025-2026 qu'on va vraiment rencontrer la concurrence étrangère, et en grande partie chinoise. Et donc là, il faudra qu'on soit capable d'innover, de développer des produits particuliers et surtout de bien construire nos systèmes après-vente. Alors ils disent ce qui était un petit peu le maillon faible de l'industrie russe jusqu'à présent, mais ils ont tout à fait conscience qu'ils ont besoin de se développer dans ce système-là. Donc voilà, je dirais que il y a une montée des capacités internes russes. Il n'y a pas de volonté. Alors, bien sûr, il y a des discours qui parlent, oui, nous allons être autosuffisants, mais il faut voir dans quel contexte c'est. On parle plutôt d'autosuffisance alimentaire que d'autosuffisance industrielle. Et je dois dire que autant il n'est pas bon qu'un marché intérieur soit complètement dominé à 75-80% par des produits importés, autant il n'est pas bon non plus que ces produits importés disparaissent totalement. Parce qu'il faut bien à un moment donné se confronter à la concurrence étrangère, ne serait-ce que pour s'améliorer, pour développer de nouveaux modèles. Donc, je pense qu'on va arriver à un type de taux de couverture du marché intérieur pour les produits industriels qui sera de l'ordre de 75 à 80%. Et en tout cas, c'est ce que devrait viser le gouvernement russe, ce qui serait un énorme progrès par rapport à la situation de 2021, mais ça ne sera pas non plus une situation d'autosuffisance complète dans tous les domaines. Par contre, oui, c'est vrai, dans l'agriculture, oui, il y a d'ores et déjà une forme d'autosuffisance importante et un développement de la, si vous voulez, de l'utilisation des matières premières agricoles en produits qui sont conditionnés, etc. On le voit, j'ai régulièrement là-dessus des conversations avec des gens qui font le tour des supermarchés. Alors, bon, ils font à Moscou essentiellement, mais pas seulement. J'ai la fille d'amis qui le fait sur Rostov, parce qu'elle va travailler à Rostov. Bon, et qui me dit qu'il y a quand même désormais une montée très nette des produits russes, des marques russes, face aux marques étrangères. Monsieur Sapir, et quelle est l'influence des sanctions anti-russes et des contre-sanctions sur l'économie européenne, notamment sur l'économie française? Alors ça, c'est un sujet aussi très important, parce qu'on voit bien que les sanctions qui sont prises, plus les contre-sanctions, ont abouti à une hausse du prix importante, directe ou indirecte, de produits essentiels comme des produits d'énergie, bon, pétrole, gaz, carburant diesel. On importait la majorité de notre carburant diesel de Russie. Bon, le gaz, oui, bien sûr, on a remplacé en partie le gaz qui arrivait par gazoduc par du GNL, d'ailleurs du GNL russe, très souvent, mais ce faisant, on paye 25 à 30% plus cher. Si vous voulez, c'est mathématique. C'est à partir du moment où il faut liquéfier le gaz, puis le déliquéfier, il y a des coûts en plus. Bon. Mais il y a aussi un rôle indirect avec cette hausse des prix de l'énergie. Tous les produits qui doivent être pasteurisés, le lait, les yaourts, les fromages, fromage pas trop. Il faut pas toucher au fromage. Non. Il faut de la chaleur pour pasteuriser. La chaleur, c'est de l'énergie. Donc, ils subissent le coût. La fabrication des pâtes. Ben oui, les pâtes, il faut de l'énergie pour le faire. Et puis, par ailleurs, l'agriculture, elle a besoin d'engrais. Certes, il ne s'agit pas de mettre trop d'engrais, il ne s'agit pas de mettre trop de pesticides, il en faut encore. Et ces engrais, ben, si on n'achète plus les engrais russes, il faut les acheter ailleurs, ce qui va coûter plus cher. Donc,
globalement, l'industrie européenne et l'industrie française ont été touchées. On le voit, alors c'est spectaculaire en Allemagne. Spectaculaire en Allemagne, les branches de la métallurgie, de la construction automobile, de la chimie lourde, sont aujourd'hui sinistrées. Il n'y a pas d'autre mot. Elles ont baissé en production de manière assez importante, et surtout, leur capitalisation boursière, parce que elles sont dans une situation, elles sont plus capables de donner des dividendes, leur capitalisation boursière a baissé au minimum de 30%. Parfois plus. Hein. Il y a des entreprises qui ont baissé nettement plus. Bon, donc, il y a cela. Et on voit bien que, globalement, tout ceci a exercé un effet de frein important sur l'économie européenne et sur l'économie française. La France était encore en 2021, bon, c'était on avait fait une très forte croissance. 2022, on fait encore 2,5%, essentiellement sur le premier semestre. En 2023, l'INSEE annonce un peu moins de 0,9%. Bon, la Banque de France est un peu plus optimiste, mais bon, allez, on sera entre 0,8 et 1%. Je pense plutôt autour de 0,8. Il faudra voir comment évolue le quatrième trimestre. Et si on regarde nos voisins, l'Allemagne est en récession. L'Allemagne est en récession, et encore, cette récession est relativement modérée, mais uniquement parce que le secteur des services est monté, et pour le coup, l'industrie allemande, qui était le cœur de l'économie allemande, lui, a beaucoup souffert. Donc on voit bien que oui, globalement, les sanctions et les contre-sanctions ont eu un effet important. Alors, peut-être moins spectaculaire que sur la Russie, si vous voulez. Et si on compare l'effet des sanctions entre la Russie et l'Union européenne. La Russie connaît un effet important, grosso modo, de mars-avril 2022 jusqu'à juillet 2022. Bon, puis après, elle va commencer à récupérer. L'Union européenne commence à sentir l'impact des sanctions et des contre-sanctions, essentiellement via le prix de l'énergie, qui commence à monter très vite à partir de la fin du troisième et du début du quatrième trimestre 2022, donc avec un décalage par rapport à la Russie. Et alors qu'en 2023, la Russie surmonte le problème et repart de l'avant, c'est en 2023 que l'industrie européenne connaît son grand ralentissement. Bon, la France, elle, je dirais, évite le pire, encore que le nombre de fermetures d'entreprises devient maintenant très alarmant en France, mais globalement, en 2023, elle a évité le pire. Par contre, l'Allemagne est rentrée en récession, et donc on peut dire que l'impact des sanctions sur la Russie a été un impact fort, mais de court terme, et qu'après l'économie russe a retrouvé toute la capacité d'abord de résister, puis de repartir de l'avant. Par contre, l'économie européenne, elle, semble s'enliser dans une situation très dégradée, qui n'est pas apparue en même temps qu'en Russie, mais qui est apparue avec 6 à 8 mois de décalage, et qui se fait sentir maintenant, et qui se fera sentir probablement sur 2023 et surtout sur 2024. Et si on prend l'avis des ménages, par exemple un ménage russe, un ménage français, comment l'avis des gens simples, des gens ordinaires, a changé en Russie et en France, disons par rapport à 2021? Alors, si je prends deux ménages périphériques, donc un ménage qui vit dans une petite ville en France, qu'on appelle la France périphérique. Hein. Je ne parle pas d'un ménage qui vivrait à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Ce sont des villes métropoles, bon, où la situation est assez particulière. Mais, je vous dis, un ménage
qui vit à Vologda, donc dans le nord, à Tcherepovets aussi, dans le nord de la Russie, ou à Tambov, au sud-est de Moscou. Le ménage français connaît des problèmes de plus en plus importants de revenus, parce que le salaire n'a pas suivi l'inflation, et en particulier l'inflation alimentaire. Il faut savoir que en France, l'inflation sur les biens manufacturés a été importante, mais malgré tout, elle a été réduite. C'est surtout les biens alimentaires qui ont explosé. Donc, ce ménage a vu son niveau de vie baisser de 2 à 3%, parce que la part des dépenses qu'il doit consacrer à l'énergie et aux produits alimentaires a mangé une partie de la part qu'il utilisait pour faire autre chose, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour acheter des biens manufacturés. Par contre, le ménage périphérique en Russie, il voit sa situation s'améliorer. Alors, là encore, il faut faire attention. Le niveau de vie comparé de ces deux ménages reste en faveur du ménage français, malgré tout. Mais, alors que le ménage français a le sentiment que la vie devient de plus en plus difficile chaque mois, le ménage périphérique russe, lui, trouve que sa situation s'améliore en 2023. Ce qui veut dire qu'il y a un ressenti des situations qui est très différent, qui est très très différent. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe dans la métropole parisienne, parce que là on est sur quelque chose d'extrêmement différent, ni sur les grandes métropoles russes, Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais même par exemple, un ménage qui vivrait non pas à Moscou, mais dans l'oblast de Moscou, où on est quand même moins dans le, je dirais, dans le cadre d'une ville métropole. Bon, ce ménage, il a vu sa situation être au moins stable, voire peut-être s'améliorer. Donc, c'est ça, à peu de choses près, ce que l'on peut dire de l'évolution. Globalement, l'ensemble, sauf peut-être les 10 ou 15% les plus riches en France, voit sa situation se dégrader. Et en Russie, c'est un peu l'inverse. Oui, les 15, peut-être les 20% les plus riches ont vu leur situation un petit peu se dégrader, parce qu'ils étaient de gros consommateurs de biens importés et de services importés, en particulier parce que les gens qu'on voyait à Paris, à Courchevel, en Italie, Oui, les nouveaux riches. voilà. Bon. Par contre, les 80% de la population, eux, voient leur situation s'améliorer fortement. Et c'est cette différence de logique, plus que les niveaux généraux. Car c'est vrai, si vous voulez, un couple d'employés français vivant en France périphérique continue de vivre mieux qu'un couple au travail identique vivant en Russie périphérique. Mais le couple français, le ménage français, voit sa situation se dégrader et le ménage ou le couple russe voit sa situation s'améliorer. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Et là, d'après tout ce que vous avez dit, vous savez que la Russie, elle fait maintenant un tournant vers l'Asie. Cependant, comme le disait souvent Madame Ancos, qui nous a quittés dans ses livres, que depuis Pierre le Grand, la Russie se revendiquait en tant qu'une puissance européenne. Est-ce que maintenant, la Russie, elle a abandonné ce chemin, cette bataille qu'elle menait depuis le XVIIIe siècle, de se dire que, regardez, moi je suis l'égal des Européens, je suis pas un pays d'Asie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Une chose, c'est un ressenti psychologique, et une autre chose, c'est une analyse assez froide et dépassionnée des évolutions du monde actuel. Sur ce qui concerne le ressenti, je suis frappé quand je parle avec mes amis russes.
du fait que on est un petit peu dans la situation où on était en 1918-1919. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que le monde occidental, le monde européen, leur a fermé la porte au nez. Et si vous voulez, bon, c'est une référence littéraire, euh, c'est le thème du poème de Bloch, les Scythes. Ce poème de Bloch dit « Nous vous avions offert notre amitié, vous n'en avez pas voulu, nous allons nous tourner vers l'Asie. » Bon. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, du ressenti de ce que l'on trouve dans les discussions. Bon. Et puis, alors, au niveau de l'analyse, quelle est la situation actuelle? Il est très clair que depuis maintenant une dizaine d'années, la croissance ne se fait plus dans l'Europe occidentale, voire ce qu'on appelle l'arc atlantique, hein, c'est-à-dire États-Unis, Canada et puis l'Europe occidentale de l'autre côté de l'océan, mais elle se fait essentiellement en Asie. Et les responsables russes en tirent les conséquences. Ils disent, voilà, d'un côté, on ne veut plus de nous en Europe, et d'un autre côté, nous voyons que notre intérêt économique, il est en Asie, il n'est plus en Europe. Donc les deux vont se combiner. Et moi, j'ai été très impressionné par l'interview qu'a donnée il y a de cela 10 jours ou 2 semaines, non, je crois que c'est 10 jours même, Sergei Karganov, qui est pourtant ce qu'on appelle en Russie un occidentaliste. C'est quelqu'un qui était très partisan de liens forts entre l'Europe occidentale, voire les États-Unis et la Russie. C'est quelqu'un d'important qui a dirigé des centres de recherche, qu'on appelle des think tanks, et qui dit dans cette interview, il est temps de dire adieu à l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Et il faut se rappeler pourquoi est-ce que Pierre le Grand regarde vers l'Europe. Parce qu'ils étaient plus développés. Tout à fait. L'Europe, au début du XVIIIe siècle, en 1700, ça représente un niveau de développement qui est de très loin supérieur à ce qu'il y a en Asie. Je ne dis pas en termes de richesse. En fait, l'Europe de 1800 sera effectivement plus riche. Mais en 1700, elle n'est pas encore. Mais on voit qu'il y a toute une série d'innovations, alors d'innovations techniques, d'innovations institutionnelles, d'innovations économiques qui se passent en Europe. Et effectivement, Pierre le Grand tient ce raisonnement qui est très simple, qui dit, voilà, si on ne se rattache pas à ce monde européen qui est en train d'innover massivement, nous allons être balayés. Rappelons par ailleurs qu'à l'époque, la Russie est aussi peuplée que la France. C'est quand même impressionnant, si vous voulez. Bon. Donc, il fait de manière extrêmement consciente et dépassionnée un choix de géopolitique qui consiste à dire il faut qu'on se rattache aux pays européens plus qu'à l'Asie. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu le choix inverse, puisque les zones de forte croissance, elles sont en Asie, soit en Asie du Sud-Est, soit dans l'Asie moyenne, autour de l'Inde. Mais globalement, elles seront en Asie. Par exemple, l'Inde est appelée à avoir dans les 30 ou 40 ans qui viennent un développement lui aussi très important. L'Inde fait désormais 7,5% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. L'Inde faisait en 92 3,5%. Et toutes les estimations tablent sur une montée de l'Inde au moins jusqu'à 12-13%. La Chine est déjà à 17%. Donc, oui, il va y avoir un développement important, et logiquement, la Russie se dit, c'est là où nous allons trouver les sources de croissance, et non pas vers l'Europe. Et si là-dessus, en plus, vient s'ajouter une déception culturelle extrêmement importante, identique
à la déception de 1918-1919, bien oui, on peut penser que pour les 30 ou 40 ans qui viennent, la Russie va regarder vers l'Asie, et je dis bien vers l'Asie, globalement, pas simplement la Chine. Oui, c'est pas que la Chine. Et c'est ça le problème aussi, c'est que beaucoup de Français disent « Ah oui, la Russie regarde vers la Chine ». Bien sûr que la Chine est importante politiquement aussi, beaucoup pour la Russie. Mais les dirigeants russes, les élites russes comprennent bien que l'Asie ne se réduit pas à la Chine. L'Asie, c'est l'Inde, puis c'est des pays, certes, de plus faible taille, hein, parce que l'Inde aussi est un monstre démographique, comme la Chine, comme l'Indonésie, qui est quand même le premier pays musulman du monde maintenant, hein. Bon, comme les Philippines, comme la Thaïlande, comme la Malaisie, etc. Bon, que tous ces pays vont tirer la croissance dans les 10, 20, 30, 40 années qui viennent. Et donc ça, c'est un point important du raisonnement qui est tenu par les élites russes. Et vous avez dit au début de notre entretien que la Russie continuait un petit commerce avec l'Europe. Dans quel domaine ce commerce il continue? Alors, c'est essentiellement de la fourniture d'énergie, parce que l'Europe n'a pas pu couper tous les liens. Oui, bien sûr, il y a beaucoup moins de gaz par gazoduc qui arrive en Europe, même s'il y a 2 gazoducs qui continuent de fonctionner, dont le gazoduc Amitié, hein, Druzhba, qui fonctionne toujours. Mais l'Europe s'approvisionne soit directement, soit indirectement pour ce qui est du pétrole, du carburant diesel, donc des produits raffinés, et du gaz, essentiellement sous la forme de GNL. On le voit d'ailleurs, l'activité de Novatek, qui était l'entreprise qui s'était fait une spécialité en Russie du GNL, a littéralement explosé depuis 18 mois, au point que Gazprom a été obligé de changer de stratégie. Gazprom qui... Bon, Gazprom n'ignorait pas le GNL, c'est faire un mauvais procès aux dirigeants de Gazprom de dire qu'ils avaient ignoré le développement du GNL. Mais ils disaient, on exporte la majorité de notre gaz par gazoduc, c'est moins cher, le gazoduc est très fiable, bon, pourquoi en changer? Et là, ils ont compris qu'ils devaient aussi développer le GNL, et ils le développent essentiellement à travers les projets Sakhalin-1, Sakhalin-2, avec d'ailleurs le Japon, qui parle de sanctions, mais en applique très peu. Les Japonais, eux, ont une vision très pragmatique. Ils veulent pas prendre des sanctions qui les pénaliseraient eux-mêmes ou qui pénaliseraient leur économie. Donc, ils ont maintenu la coopération avec les entreprises russes sur le développement de Sakhalin 1 et de Sakhalin 2. Donc voilà, on est dans cette situation. Globalement, le commerce avec la Russie représente aujourd'hui entre 20 et 25% du commerce, le commerce avec l'Europe, pardon, excusez-moi, représente environ 20 à 25% du commerce de la Russie. Il représentait plus de 50% il y a 2 ans. Donc on est passé de 50 à 25. C'est quand même énorme, si vous voulez. Oui, c'est chapeau aux économistes russes, au ministère de l'économie. Ah, tout à fait, tout à fait. Et je crois que si on doit aujourd'hui chercher quels sont les responsables de ce succès, il y a naturellement le Premier ministre, Monsieur Mishustin, qui peut lui se targuer d'un bilan tout à fait remarquable. Et puis, il y a celui qui a été pendant longtemps le ministre du Développement économique et qui est passé maintenant comme conseiller économique de Vladimir Poutine, Monsieur Oreshkin. Ce sont les 2 personnes. Alors, je dis pas qu'ils ont eu d'emblée, je dirais, la vision de ce que serait l'économie de la Russie, bon, mais ils ont su réagir de manière pragmatique, opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire saisir des opportunités qui s'offraient à la Russie, et globalement,
ils ont fait très peu d'erreurs. On en fait toujours dans ce genre de situation, mais globalement, quand on regarde, c'est à peu près un sans faute qu'ils ont fait. Oui, je suis très impressionné par la réactivité du gouvernement, la réactivité de l'administration. Alors, tout n'a pas été parfait, loin de là. Il y a une partie de l'administration russe qui reste, cette vieille bureaucratie russe que l'on connaît depuis le 19e siècle. Bien. Ou encore pire, la bureaucratie soviétique. Oui, tout à fait, mais qui elle-même n'était que la bureaucratie russe repeinte en rouge. Hein. Faut pas non plus avoir trop d'illusions là-dessus. Mais globalement, alors que lors de la crise de 2008-2010, la crise des subprimes, la réaction sur le terrain avait demandé 18 mois. C'est-à-dire entre le moment où le gouvernement, entre le moment où Vladimir Poutine dit on va faire des choses, et le moment où ces choses ont commencé à apparaître sur le terrain, grosso modo, il a fallu 18 mois. Et ce qui s'est passé là, où en 3-4 mois, on a vu les choses changer, on se dit, il y a eu une montée en efficacité tout à fait remarquable dans l'administration russe. Alors, c'est sans doute lié à la notion d'urgence. Je pense que il faut en Russie que l'on soit confronté à un problème grave pour qu'on sorte un petit peu du ça peut attendre demain, ça peut attendre après-demain, c'est finalement pas si grave, bon, etc. Bon, quand on est face aux choses graves, on s'adapte et on s'adapte très vite. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique en Russie, qui n'avait pas été vu par les Allemands, qui avaient pensé que l'administration russe et que le régime russe resterait dans la guerre ce qu'il avait été en temps de paix. Non. Quand on est face à une urgence nationale, là par contre, on se met sérieusement au travail. Donc ça aussi, c'est un point important. Alors après, est-ce que l'on va garder ces bonnes manières ou est-ce que l'on va revenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans aux mauvaises manières? Faudra voir, si vous voulez. Là, je suis pas prophète, je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire ce que sera. Mais ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé de fin février 2022 à la fin 2023, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, de tout à fait, je dirais, inouï, au sens pas vu, pas prévu, etc. Et par ailleurs, ça démontre une forme de coopération entre les efforts de l'État et de l'administration et les efforts autonomes des entreprises, qui sont, pour une fois, allés dans le même sens. Bon. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, je dis, il faut tirer notre chapeau collectivement au Premier ministre, M. Mishustin, à M. Oreshkin et aux gens qui travaillent avec lui. Et je dois dire que ce sont eux qui sont les vrais, je dirais, les vrais pères de cette espèce de miracle russe, beaucoup plus que les dirigeants de la Banque centrale, qui ont certes réagi, mais qui restent encore engoncés dans une pensée ancienne, et qui ont visiblement beaucoup de mal à s'adapter à une situation où, oui, mais ils peuvent monter les taux d'intérêt, mais ça a bien un petit impact, mais ça a en fait assez peu d'impact en réalité sur l'inflation, parce que l'économie russe a changé et qu'elle n'est une économie qui est beaucoup moins financiarisée qu'elle l'était en 2019. Bon, et ça, c'est d'ailleurs assez symptomatique. Les milieux les plus occidentalisés en Russie, qui étaient les milieux de la Banque centrale, sont ceux qui ont réagi, qui se sont adaptés le moins vite et qui ont
été les plus lents et je dirais d'une certaine manière peut-être les plus paresseux dans leur adaptation de toute l'administration russe. Et pourriez-vous dire, s'il vous plaît, encore quelques mots sur la coopération économique entre la Russie et l'Afrique? Alors, là, on a, si vous voulez, ça dépend de quel pays on parle. Il y a une vérité. Alors, d'abord, il faut dire, il y a une présence économique ancienne de la Russie en Afrique, essentiellement sur les pays avec des matières premières. Par exemple, la bauxite du Gabon était exploitée par Roussal depuis plus de 10 ans, hein, si vous voulez, c'est très ancien. Et le gouvernement français n'y voyait rien à redire d'ailleurs. Bon, et de la même manière, en Afrique du Sud, un certain nombre d'entreprises de matières premières de l'Afrique du Sud avaient été rachetées par des entreprises russes. Bien. Après, en termes de coopération économique réelle, c'est plutôt avec l'Afrique de l'Est que se développe une coopération économique. La Russie coopère alors par des exportations de camions, par des exportations de matériel ferroviaire, etc., avec, je dirais, tous les pays qui sont sur la ligne de l'Égypte à l'Afrique du Sud. Donc c'est Égypte, Éthiopie, Soudan du Sud, et puis après Kenya, Zambie, etc. Bon. Là, c'est là où on voit vraiment se développer une coopération économique importante. Après, vous avez le problème de l'Afrique de l'Ouest, où les entreprises russes sont présentes depuis longtemps d'ailleurs, en termes de production de matières premières, mais où il n'y a pas encore de coopération économique et industrielle. Il y a une coopération politique, c'est clair, il y a un début, un embryon de coopération militaire, c'est clair aussi, mais c'est pas encore réellement de la coopération industrielle et économique. Donc voilà, il est important d'avoir ça dans l'idée, alors parce que comme ce sont d'anciennes colonies françaises, évidemment, les hommes et les femmes politiques en France sont très sensibles à ça, mais en réalité, je pense que les positions russes sont beaucoup plus intéressantes en Afrique de l'Est. Par exemple, sur l'Égypte, la Russie va entièrement rénover les chemins de fer égyptiens. Bon, est en train de Vladimir Poutine et le maréchal Sissi ont signé le développement de la 4e tranche du réacteur nucléaire qui est construit par les Russes en Égypte, mais il y a aussi tout le développement du secteur ferroviaire qui a été concédé à la Russie. Donc, c'est plutôt là, si vous voulez, sur cette ligne qui va, grosso modo, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, que se développera de la coopération économique et industrielle. Après, est-ce que la Russie arrivera à passer de la présence d'entreprises, d'une forme de coopération politique, voire militaire, avec les pays d'Afrique de l'Ouest, à une véritable coopération économique? Ben, ça dépend aussi beaucoup des différents gouvernements en Afrique de l'Ouest. Il faudrait encore qu'ils aient une vision globale de leur développement économique, ce que l'on trouve par exemple chez les dirigeants égyptiens, chez les dirigeants kenyans, chez les dirigeants zambiens, etc. Bon, donc voilà, ça ne dépend pas que de la Russie. Et quels sont vos pronostics sur l'année 2024 pour la Russie? Alors, le taux de croissance va baisser pour une raison très simple, c'est que les 3,6 à 4% de croissance de 2023, ils sont aussi en partie un rattrapage de la baisse de croissance de 2022. Donc on peut dire que bon, si le taux de croissance est de 3,7, ben ça veut dire que la croissance réelle, au-delà du niveau de 2021, elle n'a été que de 1,4, 1,5. Donc on peut penser à travers les évolutions de la productivité, les évolutions de l'emploi, que la Russie fera une croissance entre 2 et 2,5% en 2024. On va dire oui, c'est moins, ça ralentit par rapport à 2023, mais je vous ai expliqué. En fait, il faut enlever du taux de croissance de 2023
la récession de 2022. Donc, en réalité, la croissance va accélérer. La croissance réelle va accélérer. Donc, on va se trouver sur une situation avec un développement relativement important. Et puis, sur 2025, là, la question est ouverte parce que si la Russie veut continuer une forte croissance, il va falloir qu'elle importe des travailleurs. Elle ne pourra pas le faire sur ses simples forces. Alors bien sûr, la productivité du travail peut augmenter, bon, mais une augmentation de la productivité du travail de 2%, c'est à peu près le maximum qu'on peut obtenir dans un an. Donc voilà, tout dépend de ce qui sera fait, et donc tout dépend de quelles seront l'ampleur des investissements en capital fisc. Основный capital en russe, en bon français, comme on le parle à l'INSEE, FBCF, ou formation brute de capital fixe, comme ça qu'on l'a appris. Voilà, si on reste sur des niveaux d'investissement équivalents à ceux de 2023, c'est-à-dire, bon, peut-être 7%, alors disons un petit peu moins, peut-être 5%, disons, mais si on reste sur des niveaux élevés d'investissement, il n'y a pas de raison que la croissance en Russie tombe en dessous de 2 ou 2,5%. Il n'y a pas de raison. Voire elle pourrait même monter plus haut. Par contre, si l'investissement retombait en 2024, alors là, effectivement, on pourrait avoir pour 2025 une croissance nettement plus faible, peut-être de 1,5%. Donc je vous dis, voilà, c'est là les prévisions qu'on peut faire. Et vous voyez, autant je suis assez sûr de moi sur 2024, je ne veux pas dire que je ne me tromperai pas, hein. Je me suis déjà bien trompé sur 2023, puisque je pensais, même période de l'année, qu'on aurait une croissance de 1,5%. On se trouve quand même à 3,7. Bien. Donc voilà, mea culpa, mea maxima culpa. Mais sur 2025, ça dépendra beaucoup de décisions qui seront prises au début de l'année 2024. Donc, à partir de là, on pourra dire, oui, on va continuer sur la route qui a été prise en 2023, en 2025, 2026, ou alors, bon, après une espèce d'explosion de croissance que l'on a connue, eh bien, on va retomber vers des chiffres de croissance qui vont être de l'ordre de 1,5%. Et si jamais il s'avère que il va s'agir dans l'avenir d'un conflit avec l'Ukraine très long, combien de temps la Russie, elle peut tenir encore jusqu'à ce que la situation devienne difficile pour les citoyens? 3, 4, 5 ans. Ça peut être de cet ordre-là, ça peut même être plus. Ça peut même être plus. Le véritable problème, c'est que aujourd'hui, la Russie produit des armes et des munitions à des coûts qui ne sont qu'une fraction des coûts dans les pays de l'OTAN. La CIA a fait circuler il y a 2 jours un papier qui est d'ailleurs très frappant, où ils disent que le même obus est produit à 5 000 $ pièce dans les pays de l'OTAN, 600 $ pièce en Russie. Pratiquement 1 pour 9. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais l'obus occidental, il est plus perfectionné, bon, etc. D'accord. Admettons qu'il soit plus efficace de 35 à 40% qu'un obus russe. La Russie tirera 2 obus pour un obus occidental. Ces 2 obus lui coûteront 1200 $, l'obus occidental coûtera toujours 5000 $. Donc, si vous voulez, il y a ce problème-là aussi. Donc, je pense que la Russie peut soutenir cet effort dans le cadre du conflit en Ukraine pour plusieurs années. Tout comme les États-Unis ont pu soutenir un effort de guerre de 64 à 70 pendant 6 ans par rapport à la guerre du Vietnam. Ce n'est pas, si vous voulez, ça ne pose pas un problème en réalité. Par contre,
ça posera un problème énorme pour les pays occidentaux et pour l'Ukraine, évidemment, dès la fin 2024 et le début de 2025. Mais ce sera vraiment décisif. Oui, ça sera très probablement décisif. Ça sera très probablement décisif parce que aujourd'hui, on voit que, et mais de source occidentale, hein, on voit que les troupes ukrainiennes reculent, pas de beaucoup, mais elles reculent régulièrement, tous les jours. Elles reculent de 400, 500 mètres, voire 1,5 km, bon, etc., devant les troupes russes, tout simplement parce que l'armée ukrainienne n'a pratiquement plus d'obus à tirer. L'armée ukrainienne doit tirer entre 1000 et 2000 obus de 155 par jour, quand l'armée russe en tire entre 8000 et 12 000 par jour. Si vous voulez. Et malheureusement, il faut toujours le rappeler, une guerre, c'est fondamentalement quelle quantité d'explosifs et d'acier vous êtes capable de faire pleuvoir sur la tête de l'ennemi et quelle quantité votre ennemi est-il capable de faire pleuvoir sur votre tête. C'est bien sûr, on va dire, la tactique, les bons généraux. Mais globalement, c'est malheureusement de la statistique. Et la statistique ne favorise pas, et ne favorisera de moins en moins les pays occidentaux et l'Ukraine face à la Russie. Donc, la réalité politique, hein, pour reprendre un terme qu'affectionnait Henry Kissinger, qui est mort il y a quelques semaines, ça amènerait les pays occidentaux à dire à l'Ukraine, négociez. Négociez maintenant, arrêtez d'avoir des exigences déraisonnables au niveau de votre négociation. Négociez, tentez de sauver ce qui est sauvable, et surtout, tentez de sauver l'indépendance politique de l'Ukraine, ce que fit la Finlande, si vous voulez. Quand même, il faut rappeler, la Finlande, pays de 4,5 millions d'habitants, attaqué par l'URSS, pays de 165 millions d'habitants. Bon, elle commence par se défendre très bien, puis au bout d'un temps, elle a tellement de morts qu'elle demande des négociations. Et à chaque fois, oui, la Finlande a dû accepter des pertes de territoire. Elle a dû accepter des conditions politiques. Mais elle a sauvegardé, d'une certaine manière, ce qui faisait son indépendance politique. Est-ce que la Finlande s'en est si mal portée dans les années 50, 60 et 70? Au contraire. Au contraire. La Finlande a trouvé, dans cette situation, et dans le fait qu'elle avait établi un traité de paix stable avec l'Union soviétique, et donc elle a pu diminuer ses dépenses militaires de manière importante, elle a trouvé les ressources pour un développement qui l'ont amené là où elle est actuellement. Et la Finlande est un pays extrêmement développé, alors que c'était un pays très rural, hein, très centré sur des activités agricoles ou de sylviculture à la fin des années 30, au début des années 40. Bon. Donc, je crois que l'avenir de l'Ukraine, si l'Ukraine a un avenir, ce qui n'est pas dit, hein, d'ailleurs, il y a toute une série de responsables ukrainiens qui sont très inquiets sur l'avenir de leur pays. Mais si l'Ukraine doit avoir un avenir, ça serait plutôt en regardant l'exemple finlandais. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est très connu des historiens, ce qu'on appelle le moment Mannerheim. Mannerheim était le grand maréchal qui avait mené la lutte en 39-40 contre les soviétiques, et qui a dit à sa population, si nous continuons la guerre, il n'y aura plus de Finlandais. Nous allons faire tuer toute notre jeunesse. Donc, mieux vaut accepter un compromis qui est un compromis, oui, qui peut-être pas satisfaisant d'un point de vue, mais qui nous permet de sauvegarder l'avenir. Et ça, le jour où les dirigeants ukrainiens et les dirigeants occidentaux comprendront qu'il est temps maintenant d'avoir ce moment Mannheim en Ukraine,
je crois qu'on aura fait un immense pas en avant. Et comme vous l'avez précisé quand on a discuté avant la vidéo, il y a déjà 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays depuis le début du conflit. Il reste 28 millions dans le pays. Il y a encore les pertes militaires. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un responsable ukrainien, le procureur général, qui a estimé les pertes. Alors, les pertes, c'est à la fois les morts et les blessés, hein, à 600 000 de février 2022 à juillet 2023. 600 000. Et c'est blessés graves ou blessés... C'est blessés graves, oui. Ce qu'on appelle les pertes, ce sont les blessés qui ne sont plus en mesure de rejoindre l'armée. D'accord. Donc, c'est les pertes par rapport à l'armée. Bon, donc mort, blessé grave. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc voilà, il va falloir que les dirigeants ukrainiens, que les dirigeants occidentaux comprennent qu'il est désormais temps de trouver un compromis. Bien sûr que ce compromis ne sera pas, entre guillemets, satisfaisant. Aucun compromis n'est satisfaisant, ni pour une partie, ni pour l'autre. Hein. C'est en cela que c'est un compromis. Chaque partie accepte de céder. Alors, je pense que l'Ukraine cédera plus, évidemment, que la Russie, mais la Russie aussi, probablement, devra accepter de céder des choses. Bon, mais ce compromis, c'est le point essentiel pour que puisse survivre l'Ukraine en tant que pays. Sinon, ce à quoi on va aboutir, c'est monter des pertes, une résistance de plus en plus ouverte de la population ukrainienne face à la mobilisation et face à la guerre. Et il y a déjà des incidents. Il y a déjà des incidents dans toute une série de villes ukrainiennes, hein, d'Odessa à Soumy, à Kiev, même en banlieue de Kiev. Ouais, les gens refusent de partir. Ils refusent d'être mobilisés. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Et effectivement, il y a le problème de l'immigration. Il y a 8 millions d'Ukrainiens qui vivent dans l'Union européenne, 2 millions, peut-être 2 millions et demi qui vivent en Russie, et cela non compris les Ukrainiens qui sont devenus russes, hein, j'insiste bien. C'est-à-dire c'est la Crimée et les 4 oblasts, oui. Hein, c'est ça non compris. Donc voilà, sur un pays qui avait en réalité 38, 39 millions d'habitants, ben ça le ramène à 28, 29 millions d'habitants aujourd'hui, plus les pertes. Voilà, c'est une situation qui est sans issue pour le gouvernement ukrainien. Il faut donc, et il faut aussi, parce que malheureusement, le gouvernement ukrainien fait un petit peu ce que lui disent les gouvernements occidentaux. Les gouvernements occidentaux nous disent, écoutez, bon, on n'est pas à votre place, on vous laisse le choix. Mais que les gouvernements occidentaux aussi aient l'honnêteté et le courage de dire aux Ukrainiens jusqu'où ils sont prêts à les aider. Si vous voulez, si on avait peut-être dit aux Ukrainiens en avril 2022 que les capacités matérielles des pays occidentaux étaient limitées et que, oui, ils pouvaient fournir des armes peut-être pour leur permettre de résister, mais certainement pas de contre-attaquer. Peut-être que les dirigeants ukrainiens auraient pris d'autres décisions. Donc, il faut toujours rappeler là qu'il y a aussi une responsabilité de la part des pays occidentaux, des pays de l'OTAN, pour le dire en tant que tel, par rapport aux Ukrainiens, parce qu'ils ont fait des promesses inconsidérées à l'Ukraine, qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir, et qu'ils n'ont pas tenu. Grosso modo, on estime qu'il y a environ un tiers des armes qui avaient été promises à l'Ukraine qui ont été effectivement livrées. Et c'est pas une question de mauvaise volonté de la part des pays de l'OTAN. Ils n'ont pas ces armes. Oui, parce que la Russie, elle a mis toute son économie, tout son système pour reproduire encore des armements, alors que les pays européens, les pays de l'Occident, ils doivent continuer à vivre parce que eux, ils sont pas en conflit. Tout à fait. Il y a tout à fait ça. Et puis, comme je vous ai dit, il y a une différence dans le coût
entre une arme ou une munition produite en Occident et une arme et une munition produite en Russie, qui ne compense pas du tout la différence, si elle existe, de qualité. Donc, si vous voulez, quand vous avez une différence de coût qui est pratiquement de 1 à 10 ou de 1 à 9, est-ce que la qualité est aussi différente de 1 à 9 ou de 1 à 10? Non, nécessairement. Donc, de ce point de vue-là, c'est celui qui produit à faible coût, même en acceptant une petite perte d'efficacité, qui est gagnant. Mais ça, c'est quelque chose que, si vous voulez, que tous les économistes qui travaillent sur la question de la défense, et j'ai travaillé pour le ministère de la Défense, ils le savent depuis la guerre de 14-18. La question n'est pas de chercher la qualité maximale, la question c'est de chercher les volumes maximaux. C'est tout. Il y a cette erreur qui a été massive, et donc là, on le voit bien, il faut que les dirigeants occidentaux et les dirigeants ukrainiens, enfin que les dirigeants occidentaux disent aux dirigeants ukrainiens, on ne pourra pas vous aider plus. Hein. Les dirigeants américains commencent à le dire. Ils disent aux Ukrainiens, c'était une arme à un coup, c'était un fusil à un coup, one shot gun. Maintenant, débrouillez-vous. Bon. Il faut que ce discours de vérité soit aussi tenu par les dirigeants des pays d'Europe occidentale et que les Ukrainiens en tirent les conséquences. Regardez le cas de l'Allemagne. L'Allemagne en est à réfléchir à modifier sa constitution de manière à avoir dans son armée des soldats non allemands. Quand un pays n'est pas capable de trouver en son sein des soldats, bon, la Grande-Bretagne va mettre en réserve 3 navires importants parce qu'elle ne trouve pas assez d'hommes pour les armer. Bon. Aux États-Unis, le recrutement dans l'armée et dans la marine, aujourd'hui, se heurte au mauvais état de santé des jeunes Américains. Et en France? En France, il y a eu une poussée d'engagement de 2016-2017 à la crise de la Covid. D'ailleurs, c'était intéressant. Cette poussée, elle était en réaction aux attentats. Une des réactions des attentats, ça a été qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés à la police, à la gendarmerie, à l'armée, si vous voulez. Mais depuis 2021, je n'ai pas le sentiment que l'on... Enfin, visiblement, on arrive tout juste à maintenir les effectifs au niveau actuel. Voilà. D'une certaine manière, la messe est dite. Alors, mieux vaut le reconnaître vite, de manière à éviter de nouveaux morts. Car plus on traînera, plus il y aura des morts, et plus la situation sera défavorable à l'Ukraine face à la Russie. Donc, je dis, il faut maintenant que cette prise de conscience ait lieu, qu'elle ait lieu rapidement, et que les pays occidentaux disent aux Ukrainiens, nous ne pouvons pas tenir nos promesses, parce qu'on n'en a pas les moyens techniques, c'est pas qu'on ne veut pas, mais nous ne pouvons pas. Bon. Donc, agissez en fonction de cet état de choses. Voilà. Mais il faut que l'on cesse absolument de faire des promesses aux gouvernants ukrainiens que l'on ne peut pas tenir. Ça, c'est la pire des choses. Monsieur Sapir, si vous le permettez, j'ai proposé à mes abonnés qu'ils vous posent aussi leurs questions. Je l'ai proposé sur Instagram et pendant qu'on filmait avec vous, c'était pas en direct, mais j'aurais dit écrivez vos questions. Si vous êtes d'accord, je vous poserai quelques questions qu'ils ont. Je vais les regarder parce qu'ils posaient là en même temps qu'on filmait. En fait, on a abordé la plupart des questions. Quelle est la position de la Russie sur la sécurisation du commerce en mer Rouge? La position de la Russie est très claire. Elle demande que l'on cesse de penser en termes de frappe militaire et que l'on ouvre des négociations.
elle a la même position sur l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient. Elle consiste à dire, euh, bon, bien sûr, Israël avait le droit de se défendre, ça, la Russie le reconnaît d'emblée, hein, si vous voulez. Bon, mais elle dit, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il ne peut y avoir qu'une solution par la négociation. Donc, c'est par la négociation qu'il faut avancer. Merci. L'autre question, en fait, c'est bien comme ça les réponses brèves, les gens seront contents que vous avez répondu. Quels secteurs ont de l'avenir en Russie? Alors, actuellement, les secteurs qui se développent le plus vite, comme je l'ai dit, ce sont les industries électroniques, les industries du matériel électrique, les industries des équipements et des équipements métallurgiques. Bon, ça c'est très clair. Plus évidemment l'industrie du meuble, bon, qui connaît une forte croissance. Les industries alimentaires aussi, même chose, mais ça parce que on remplace des importations qui ne peuvent pas avoir lieu, des importations occidentales qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc oui, voilà les secteurs qui ont le plus d'avenir. Et globalement, il y aura à terme l'industrie automobile qui est en train maintenant de renaître de ses cendres après le choc des sanctions et qui va continuer à se développer de manière importante dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Même chose sur l'ensemble des moyens de transport. On voit très bien que les industries de production de matériel ferroviaire se développent très vite, l'industrie du camion se développe très vite. Donc voilà, ça ce sont les secteurs qui sont réellement des secteurs en forte expansion. Et puis un secteur assez particulier mais important, le secteur du médicament et du matériel médical. Là aussi qui connaît une croissance explosive depuis 15 à 20 mois et qui va continuer à se développer de manière très rapide. Quelles sont les priorités en matière d'investissement du gouvernement fédéral pour 2024? Alors, le gouvernement fédéral a donné comme priorité essentiellement les grands travaux. Donc, il va continuer à faire des travaux d'infrastructure importants, mais qui seront très souvent d'ailleurs la mise en application de décisions qui ont été prises en 2022. Hein, c'était en 2022 qu'a été fait le plan, mais il était dit d'emblée que c'était un plan qui s'étalerait sur 3 ans. Hein, donc, c'était pas un plan comme ça dans l'immédiat. Et puis, après, va se poser la question du soutien à l'investissement des entreprises. Pour l'instant, les entreprises recourent très peu au crédit bancaire pour investir, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, vu les taux qui sont montés très haut par la politique de la Banque centrale. Mais il est clair que une partie des investissements dépendent aussi je dirais, des subventions de l'État. On le voit, les subventions de l'État représentent à peu près 15% du volume des investissements actuellement. Merci beaucoup. C'était très clair. J'espère que cette vidéo sera utile pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous, Diana.